politique que vous connaissez autant que nous? Je pense qu'actuellement, les choses sont telles que ne sauraient être autrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque vous mettez la main, c'est un proverbe chinois qui le dit. Lorsque un robinet goutte à goutte, et lorsque vous mettez la main sous le robinet pour forcer le flux, à un moment donné, l'eau qui tombe goutte à goutte sera suffisamment assez forte pour enlever votre main. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que actuellement, le vase est tellement plein que on ne peut pas faire autrement. Le peuple togolais qui est un peu pacifique, pacifique, qui accepte tout, qui encaisse tout. Mais arrivé à un moment, le peuple n'en peut plus. Le peuple se soulève. C'est ce qui s'est passé en 90, c'est ce qui se passe aujourd'hui. 27 ans après. 27 ans. Ça veut dire que... C'est une nouvelle génération. Oui. Ceux qui ont fait 90, nous étions parmi ceux qui avaient fait 90. Regardez l'état dans lequel je suis actuellement. Bien, maintenant ce sont les jeunes qui n'ont pas vu 90 qui sont dans la rue. Donc ça a changé un peu la donne? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, parce que les choses n'ont pas évolué depuis 90. Les choses n'ont pas évolué. Donc le processus n'est pas arrivé à son terme, n'est-ce pas? Du tout. Depuis 90, on a peut-être évolué sur le plan des libertés, sur des libertés d'expression. Oui, c'est bon. Mais à part ça, le reste, on n'a pas évolué. Le reste, c'est-à-dire la tenance politique, la tenance, l'évolution politique, la bonne gouvernance, on n'a pas évolué. Nous sommes restés au même niveau. On n'a pas bougé d'un iota. Surtout quand on compare aux autres pays de la sous-région. C'est clair. Regardez autour de nous. Regardez. Les pays évoluent. Nous sommes là. Au même niveau, nous n'évoluons pas. À un moment donné, ça éclate. C'est ce qui se passe en ce moment. Regardez, lorsque ça a commencé, les jeunes ne sont plus d'accord même pour qu'on rentre. J'assiste à ça. Lorsque on dit 2 jours de marche, au bout du deuxième jour, regardez ce qui se passe. Les jeunes ne sont plus d'accord pour qu'on rentre. Les jeunes veulent continuer. Ne veulent pas rentrer, veulent continuer. Ne pas aller, revenir, veulent continuer. Ouais, vous voyez, c'est le ras-le-bol général. Non pas seulement à Lomé. Mais dans tout le pays. C'est tout le pays. Alors qu'en 90, c'était Lomé. Les autres ont pris un peu, mais mollement. Mais aujourd'hui, c'est tout le pays. Donc ça veut dire que la chose est arrivée à un niveau tel que c'est tout le pays qui est en feu. Maître Ajavan, alors quand vous prenez un peu de recul avec votre auteur intellectuel, comment situer la stabilité quand ça n'a pas marché depuis là jusqu'à aujourd'hui, qu'on est encore là dans les rues pour revendiquer ce qu'on revendiquait depuis longtemps? Comment situer la stabilité? Mais c'est parce que malheureusement, nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Vous qui? Nous, d'abord, qui étions sur la scène politique, n'avions pas fait ce qu'il fallait faire. Les acteurs politiques de l'opposition ou de la mouvance? De l'opposition. Il fallait commencer les mots sont venus de l'opposition. Si l'opposition avait pu faire ce qui a l'air de se faire aujourd'hui, par exemple, si l'opposition avait pu se mettre ensemble depuis 90, parce que même en 90, l'opposition s'était mise ensemble, mais quand on est à la conférence, vous savez, les choses sont allées dans tous les sens. Si, après la conférence, même dans la conférence, les choses sont allées d'une même voie, nous n'en serions pas là. Après la conférence, si les choses n'étaient pas allées dans tous les sens, nous n'en serions pas là. Il y avait des soubresauts après la conférence, le 3 décembre, il y avait des escarmouches qui ont saboté le processus de la transition. Oui, mais ce n'était pas suffisant, parce que le peuple aurait pu dire non à tout cela. Le peuple n'était pas uni. Les hommes politiques n'étaient pas unis. Alors, le peuple, les hommes politiques? Les deux. Le peuple suivait les hommes politiques. Maintenant, on a l'impression que le peuple a sa façon de voir et que les hommes politiques sont obligés de suivre ce que le peuple. Et là, il y a un risque de débordement dans ce cas. Ben quand on n'arrive pas à canaliser cette énergie du populaire, quand la lutte n'a pas de tête, voyez-vous qu'on risque d'assister à des débordements. Est-ce qu'il faut une tête? Il faut un ensemble.
De tête. De tête. Parce qu'une tête, il y a toujours des incompréhensions. Lorsque c'est une tête, il y a toujours des coups bas. On pense que la tête là va tirer le drap à elle toute seule. Et des coups bas pleuvent de tous les côtés. Il vaut mieux que l'ensemble se mette ensemble et qu'on agisse dans le même sens. Ça semble être le cas actuellement. Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas. Oui, on en reparlera. En 2014, vous avez dirigé le CST, le collectif Sauvons le Togo. Oui. Mais pourquoi ça n'a pas allé jusqu'au bout? Parce qu'aussi, à un moment donné, le peuple a suivi. On se rappelle de la fameuse, du fameux tour de Jéricho, n'est-ce pas? C'est toujours la guerre des chefs. C'est ce que je dis. Lorsque nous avions initié le CST, nous étions allés auprès de tous les chefs politiques, un à un, pour expliquer ce que nous voulions. En tant que société civile, n'est-ce pas? Oui, en tant que société civile. Un à un, qu'il faut mettre tout le monde ensemble et qu'on crée la symbiose qu'il y a actuellement. Nous, les hommes politiques, nous, la société civile et la population, pour qu'ensemble, on se lève. C'était le message que j'ai véhiculé à l'époque. Et c'est autour de ce message qu'on a commencé à se mettre ensemble. Mais dès qu'on s'est mis ensemble, dès le début, les choses sont allées dans tous les sens. Quel est donc ce démon qui sert la division à chaque fois que vous voulez vous mettre ensemble, l'opposition? Au Togo, malheureusement, chacun veut tirer le manteau à lui. C'est ça. C'est ça notre mal depuis toujours. Lorsqu'il y a un ou deux qui sont dans ce sens, il y a un ou deux qui pensent que ça va les avantager, la lutte va les avantager, et on fait des combats, on fait des choses. Malheureusement, c'est ça. Une guerre de leadership, finalement. Ben, c'est ça le problème togolais. Regardez, lorsque nous avons voulu créer le CST, c'était tout le monde qui était ensemble. Les travaux préparatoires, c'était tout le monde au même lieu, même endroit. Et puis, brusquement, on a créé l'arc-en-ciel. Brusquement, on a créé l'arc-en-ciel. Ouais. Mais, quand c'est le tienne, en 2005, lorsque l'élection présidentielle est venue, j'ai encore pris mon bâton de pèlerin pour essayer de mettre tout le monde ensemble. Ça, c'est ce que nous avions pensé faire en allant à ce que vous avez appelé le conclave. Oui. Non pas pour avoir un candidat unique, mais pour avoir le même point de vue. C'est ça. Savoir ce qu'il faut faire. En 2015 plutôt. En 2015. Oui. Mais regardez, ça n'a rien donné. Parce que chacun pensait toujours, chacun avait des agendas cachés, qui calculent. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère qu'ils sont ensemble sans arrière-pensée. Nous, en tout cas, je vais vous dire, la société civile, nous étions déçus du comportement des hommes politiques. Parce que vous voyez, il n'y a plus actuellement dans l'engouement qu'il y a actuellement, la société civile n'est plus très présente. Oui, mais c'est qu'on ne voit pas très bien la démarcation de ce civil et des partis politiques. La démarcation n'est pas très nette. Vous savez, oui. Quand on dit société civile, Oui. si c'est une société irresponsable, conséquente, elle s'oppose toujours au pouvoir en place. Parce que c'est Montesquieu qui l'a dit. Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. On abuse toujours. Celui qui a au pouvoir en abuse toujours. Et la société civile est toujours là pour dire, oh là, sur la derrière, partout ça, il y a de l'abus. Et la société civile, dans ce cas, apparaît toujours, dans tous les pays, apparaît toujours comme une opposition. Il y a l'opposition civile, citoyenne, et l'opposition politique. Classique. Classique. La différence, c'est que l'opposition citoyenne civile n'aspire pas à gouverner, n'aspire pas à prendre le pouvoir. Mais c'est l'opposition quand même, qu'on le veut ou non. Parce qu'on s'oppose toujours au pouvoir qui abuse. Le pouvoir abuse toujours. Une société civile conséquente, responsable, est toujours opposée au pouvoir en place, dans tous les pays du monde. Sinon, ce n'est pas une société civile. Ah, du tout. C'est que chez nous, on prête aussi des ambitions à la société civile. Non, quelle ambition. Regardez, lorsque il y avait les élections législatives la dernière fois, les politiques avec lesquels on était nous ont sollicité
pour avoir des candidats éventuels comme députés. Nous avons dit non. S'il y avait des ambitions, la société civile aurait pu dire oui, placez-moi deux candidats par ici. Non, nous avons dit non. Nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Nous voulons le bonheur du pays. Point barre. Gouverner, prendre des postes, non, ça ne nous intéresse pas. Du tout. Et c'est pour cela que vous voyez la société civile qui se bat, mais lorsqu'il convient d'aller au pouvoir, au gouvernement, la société civile se retire. Mais, je vais vous dire, si la société civile-là, le jour où l'opposition sera au pouvoir, lorsqu'elle fera aussi des choses comme nature, la société civile sera debout. Donc elle est comme le garant, je pense, de la... C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui. Lorsque tous ceux qui se battent aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous étions ensemble. Et quand ils seront au pouvoir, la société va scruter ce qu'ils vont faire. Et dès qu'ils vont déraper, vous verrez la même société civile debout face à eux. C'est ça. Mais c'est ça le rôle de la société civile. Le soulèvement du 19 août dernier a surpris plus d'un, parce qu'on pensait que le peuple était là, fatigué justement de ces hommes politiques, de leur turpitude. Et subitement, il y a eu cette marée humaine qu'on a vue avec, pour une première fois, les villes du Nord. Autrefois, c'était, vous l'avez dit, c'était seulement à l'au sud du pays, mais la contestation a gagné l'intérieur, les autres localités de l'intérieur du pays. Est-ce un bon signe pour ce changement, ou bien est-ce qu'il y a encore instrumentalisé cette question de marché? C'est un excellent signe. Le Nord a toujours été instrumentalisé pour parler de socles autour du régime en place. Vous avez la ville de Sokode comme ville martyre désormais, par rapport... C'est pas seulement Sokode Mangou. Oui. Sokode Mangou, c'est des villes martyrs. Les yeux sont dans la nature. À Sokode Mangou. Je vais vous dire, même Kara. Il y a des jeunes de Kara qui sont aussi dans la nature. On ne le dit pas. On ne le dit pas assez, mais il y a des jeunes de Kara qui se révoltent, qui sont dans la nature. Donc ce n'est plus une question d'ethnie, mais c'est une question de gouvernance qui ne donne pas raison, qui ne donne pas ce qu'il faut à la population. La population souffre. Je vais vous dire, au nord, les gens ont souffert beaucoup plus qu'au sud. Nous qui sillonnons le pays, nous savons ça. À un moment donné, comme on a pensé que ce nord est le soutien du pouvoir, mais à un moment donné, ils ont eu ras-bol, il y a eu le ras-bol général, et ils se sont soulevés. D'abord, c'est Dapan, souvenez-vous, c'est Dapan d'abord. Puis après, c'était... Kara s'est soulevé en 2014 sans qu'on en parle beaucoup. Avec les étudiants. Les gens ont dit que c'est les étudiants du Sud qui étaient là. Ce n'était pas vrai. Les responsables étaient les étudiants Kabier qui étaient devant. Et des étudiants Bassar, et des professeurs Bassar qui étaient devant. Les gens ne le disent pas. Et puis après Kara, c'est Sogoré qui a pris. Et c'est Mangou. Et c'est revenu à Kara. Aujourd'hui, je vais vous dire, lorsque Tchamba manifeste, c'est que ça ne va pas. Tchamba a manifesté. Tchamba même a manifesté. Tchamba même conteste. Lorsque Tchamba conteste, tout est fini. Aujourd'hui, c'est tout le nord et tout le sud. C'est tout le pays qui conteste. C'est tout le pays qui conteste. Ça veut dire que c'est un rapport général dans tout le pays. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous parlerons de la crise sociopolitique qui traverse notre pays, mais je Sacha Avointe, mon invité, c'est avec lui que nous faisons le décryptage de ces derniers événements. Alors, la pomme de discorde, c'était la question des réformes, qui sont toujours en suspens depuis la PG et qui ne sont toujours pas faites, de report en report, de dialogue en dialogue. Et finalement, l'opposition, dans sa formule actuelle, a trouvé bon de retourner purement et simplement à la Constitution de 92. Je rappelle que vous étiez l'un des rédacteurs de cette Constitution de 92. Alors, que contient-elle de si précieux, cette Constitution, au point que son retour pourrait constituer l'amorce de l'apaisement dans le pays? Il y a des éléments qui sont des éléments précieux dans cette Constitution. C'était, les 2 tours de vote. 2, le mandat de 2 mandats maximum.
Et la phrase là a été mise à dessein. Oui, la phrase sacrée consacrée qui fait mal. C'est à dessein, en aucun cas. À dessein, elle a été mise à dessein. Expliquez-moi davantage, puisque vous étiez l'un des rédacteurs. Je vais vous expliquer. Oui. Nous sommes inspirés de ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, sans que cela ne se trouve dans la Constitution, ils avaient toujours opté pour 2 mandats dès l'origine, sans que cela ne figure dans la Constitution. Et tous les présidents qui ont suivi ont respecté. C'est dans les années 50 qu'on a inscrit ça dans la Constitution. Pourquoi on l'a inscrit dans la Constitution? Parce que lors de la guerre 39-45, le problème qui s'est posé, c'est que on n'a pas pu faire les élections à cause de la guerre. Et le président en exercice avait fait un 3e mandat. Et c'est pour ça qu'ils ont inscrit ça dans la Constitution. Nous avons dit, il ne faut pas qu'un événement quelconque survienne au Togo pour qu'on dise qu'il va faire un 3e mandat. C'est pour ça que, comme les Américains, nous avons mis en aucun cas. En aucun cas, ça revient à ce que les Américains ont fait maintenant. Vous savez, les Américains, pratiquement, ils mettent ça dans la Constitution, vous ne pouvez plus toucher. Et nous savons très bien qu'on peut toucher, mais nous avons mis en aucun cas. Quel que soit ce qui peut arriver, quelles que soient les circonstances, personne ne fera plus de 10 ans. Le pays peut évoluer. Vous savez, je dis toujours à mes étudiants, si les États-Unis, d'un pays sous-développé il y a 350 ans, sont devenus aujourd'hui le pays le plus riche du monde, le pays le plus puissant du monde, c'est parce qu'ils ont inscrit l'alternance dans le mœurs. D'abord, avant la Constitution même, dans le mœurs dès le début. Un président, même s'il est un Superman, mais ça, s'il développe le pays comme il peut, il y a toujours quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Celui-là s'en va. Celui qui va venir, il va vouloir faire mieux, toujours mieux que celui qui était là avant. Et c'est ça qui fait évoluer les pays. C'est ça. 10 ans, 15 ans, 20 ans, si vous ne pouvez pas faire quelque chose en 4 ans, les Américains disent 8 ans, nous disons 10 ans, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien à faire. Si au bout de 10 ans, vous n'avez pas fini ce que vous deviez faire, vous ne pouvez plus rien faire. Donc il faut partir et laisser quelqu'un avec de nouvelles idées pour faire autre chose. C'est les 2 principaux points clés, n'est-ce pas? C'est oui. Après, nous avons pensé aussi aux institutions. C'est ça. La Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la CENI. Nous avons pensé aussi à la Haute Cour de justice qui n'a jamais été mise en place. Oui. Ce sont les institutions qui doivent accompagner le pouvoir. Malheureusement, on a dévoyé ces institutions pour en faire des béquilles du pouvoir. Là, il faut repenser à ça. C'est pour ça que je dis, revenir à la Constitution 92, c'est super. C'est super. Mais, malgré que certains pensent que ce n'est pas aussi parfait, cette Constitution. Mais revenir à ça, c'est bon. Mais il y a des choses immédiates qu'il faut faire, sur lesquelles on ne peut pas revenir. À savoir les détours, à savoir le mandat, la limitation du mandat. Et en aucun cas, il faut mettre ça. Il faut revenir à ça immédiatement. Ça peut apaiser la population. 2, il faut recommencer à penser aux institutions qui accompagnent le pouvoir. Peut-être que ça peut on peut réfléchir 1 mois, 2 mois et réviser la Constitution. Maintenant, il y a un 3e élément. Nous avons créé un système assez subtil. Moi, je suis professeur de droit, je sais de quoi je parle. Ce n'est ni un régime présidentiel, ce n'est ni un régime parlementaire, ni un régime semi-parlementaire, c'est une présidentielle. Comme il y a, c'est même pas ça. Nous avons créé des subtilités. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le mettre en pratique. Voilà, d'expérimenter ces subtilités pour peaufiner cela. Cela a des avantages lorsque ce n'est ni ceci ni cela. Alors, nous avons voulu créer quelque chose d'original pour le pays. C'est pour ça que nous avons donné de réels pouvoirs au chef de l'État, de réels pouvoirs au Premier ministre, mais en pensant que les deux, agissant pour le bonheur du pays, allaient créer quelque chose de nouveau. En France, c'est lorsque le gouvernement et le président de la République sont du même bord
que ça va. Lorsqu'ils sont de bords différents, ça ne va pas. Ça va pas. Nous avons voulu que même dans ce cas, les deux soient ensemble pour que le pays évolue. C'est subtil. C'est ça. Mais maintenant, avec ce que nous avons connu depuis 1994, d'abord de 1994 à 1996, là, quand cette condition a été mise en œuvre, 1994-1996, l'opposition était au pouvoir, au gouvernement. Le RPT était président de la République. Mais les deux ne sont pas entendus. C'était un clash quotidien. Moi, j'ai assisté à ça. Ce n'est pas ça qu'on avait prévu. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, j'avais pensé que c'est peut-être parce que le chef d'État était un chef d'État d'un régime dictatorial et qui n'a pas compris ce qu'on appelle la démocratie, et qu'on a un premier ministre qui est élu, qui est nommé, lui est nommé dans l'opposition, que c'est peut-être ce que... Mais nous avons dit, lorsque ce pouvoir-là, ces deux-là partiront, peut-être que la symbiose se fera. On n'a pas eu le temps d'expérimenter ça. On n'a plus jamais expérimenté ça. Plus jamais. À partir de 1996, on n'a plus jamais expérimenté cette condition-là. C'est pour ça que je dis, il faut repenser avec ce qu'il y a eu comme ce que nous avons subi jusqu'à présent. Avec l'expérience que nous avons vécue. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et ça va repenser la condition sur ce point-là. Le point des relations entre le président et le Premier ministre. C'est ça. Il faut repenser ça. C'est pour ça que je dis, revenons à la Constitution de 1992, mais d'abord, en revenant d'abord sur les principaux points. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est clair. Maintenant, sur les institutions, pour que ces institutions ne servent pas de béquilles, pour voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y repenser. C'est ça. Troisièmement, donc, les rapports du président, là, il faut vraiment s'asseoir pour penser à ça. Et peut-être que ça peut faire l'objet d'une modification globale de la Constitution. Ou alors, on peut, à petits coups, faire un premier pas, ensuite deuxième pas sur les élections, un troisième pas sur les rapports entre... Et peut-être aller dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut aller vers une nouvelle république. Pourquoi pas? Donc ce n'est pas exclu, ce n'est pas si mauvais que ça, en tenant compte de vos argumentations. Pourquoi pas? Mais le tout, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut. Mais le problème qui se pose, c'est que lors de la conférence, nous avions posé la question, la question qui est sortie du fait que la question est posée, est-ce que vous voulez un président seul qui gouverne, comme au Bénin, comme en Côte d'Ivoire? La salle a dit non. Est-ce que vous voulez un gouvernement, un président qui partage son pouvoir avec un premier ministre? La salle a dit oui. Maintenant, comment faire? Les deux, c'est ce que nous avons d'abord imaginé, ce que nous avons fait là. Puis après, nous avons dit, à l'épreuve des faits, à la pratique, nous allons voir comment profiler. C'est cela. Nous n'avons pas pu. Alors, autre occupation de revendication, c'est la question du vote de la diaspora. Il semble que c'est bien vous, à l'époque de l'opposition, qui avez refusé ce vote de la diaspora. Pourquoi en parler maintenant? J'étais parmi ceux qui, avec véhémence, avaient refusé. Ah oui. Quels étaient les arguments? Je le revendique. Nous étions à la commission mixte parité en 1992. Lorsque la question s'était posée, ce que nous avions accepté, vote de la diaspora. Les modalités, on est en train de penser aux modalités pour que la diaspora puisse voter sans problème. Et on nous a informé immédiatement de l'ambassade du Togo au Ghana, qui avait 2,5 millions d'électeurs au Ghana. Alors qu'à l'époque, le nombre d'électeurs qui avaient été recensés au Togo était moins de 2 millions. On dit qu'il y avait 2,5 millions d'électeurs au Ghana et 750 000 électeurs au Nigeria. Vous voyez ce que ça va donner? On n'a pas parlé de la diaspora en France, aux États-Unis, en Belgique. Ça, tout le monde connaît. Ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, même au pôle Nord, on connaît. On connaît les Togolais qui sont là-bas. Ils ont des papiers, ils ont des documents. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui se disent Togolais au Ghana, ceux qui se disent Togolais au Nigeria, et qui sont plus nombreux d'après les ambassades que les Togolais au Togo. Vous croyez qu'on peut gérer ça? C'est ça. Donc c'est pas peur de fraude que vous avez
Ah oui. Vous étiez opposé à... C'est pas peur, c'est devant la fraude qui s'organisait. Parce que il était revenu à l'époque que l'ambassade du Togo au Ghana distribuait des cartes consulaires aux gens au Ghana contre 500 cedi. À l'époque, 500 cedi, c'était rien. Hein. C'est 2000 ou 3000 francs CFA. Et on distribuait les cartes des consulaires aux soi-disant Togolais qui n'étaient pas des Togolais, à qui on donne des cartes consulaires pour venir voter au Togo. Contre 500 cedi. Et ça, nous ne pouvions pas accepter. Nous avions refusé. C'est pour ça que nous avions refusé. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a plus soupçon, cette pratique de distribuer des cartes consulaires Ce soupçon existe toujours. Mais comme l'élection éventuelle aura lieu dans un temps, si par hasard le pouvoir tombe aujourd'hui, on fait des élections immédiatement. Immédiatement, je ne pense pas qu'il faut accepter le vote de la diaspora. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui va se faire au Ghana. Ils ont l'argent, nous on n'a pas d'argent. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui va se faire au Nigeria. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Dans ce cas-là, je suggère qu'on ne vous fasse pas voter la diaspora. Mais lorsque cela sera fini, et supposons que les élections aient lieu dans 2 ou 3 ans, à ce moment-là, il faut voir les modalités dans lesquelles on peut dénombrer les vrais Togolais qui sont au Ghana, les vrais Togolais qui sont au Nigeria, et les faire voter. Il faut faire voter la diaspora. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais, mais il faut les faire voter. Il faut qu'ils participent à la vie du Togo. Il faut nécessairement ça. Maintenant, dans quelles conditions on peut identifier les vrais Togolais qui sont au Ghana, au Nigeria et au Bénin? Pour pouvoir les faire voter. Pour pouvoir les faire voter réellement. Bon, on aura le temps, si c'est dans 2 ou 3 ans, il y a le temps de faire ça. C'est maintenant qu'il faut commencer à les identifier. C'est maintenant. C'est pas quand les élections sont dans 2 ou 3 mois qu'on va faire ça. On ne peut pas. C'est ça. C'est cela. Tout à l'heure, vous en faisiez allusion. On en parle maintenant. La question de la coalition de regroupement de l'opposition. Vous avez fait l'expérience, n'est-ce pas, avec le regroupement des partis politiques de la société civile. Aujourd'hui, c'est une coalition de 14 partis politiques qui mène la lutte. Et certains pensent que le PNP aurait fait cavalier seul. Il ne pas s'accouper, en tout cas, être ensemble avec les autres formations classiques de l'opposition. Quel est votre avis là-dessus? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Oui. Si nous étions battus en 90, ce n'est pas pour être seul. Si nous étions battus en 94 pour que le CST, ce n'était pas pour avoir un cavalier, pour faire cavalier seul. Pour que toute l'opposition soit ensemble. Vous savez, le RPT uni, c'est une machine, hein? Une grosse machine. Faut pas se... Hein? C'est une machine, hein? Il ne faut pas considérer le RPT uni comme un vélo, comme un Zémigan. Il faut les considérer comme un train de 800 tonnes. Comment faire pour aller contre un train de 800 tonnes? Il faut chercher un train de 1000 tonnes. Et qui est-ce qu'un seul parti peut être constitué sur un train de 1000 tonnes? Non! Non! Un regroupement s'impose. Il faut un regroupement qui s'impose. Mettre les wagons, mettre même les têtes de train, mettre tout ça ensemble pour que ça fasse 1000 tonnes. Et affronter le RPT. Et l'unir. Absolument. Personne n'est suffisamment assez fort pour affronter le RPT uni seul. Jamais. Il y a la machine du parti. Il y a vous avez vu la dernière fois. Il y a les miliciens qui sont là aussi. Il y a l'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Seule la cohésion peut servir à faire les choses. Oui, donc, c'est pas ce qui a manqué tout au long de l'histoire pour notre pays. On a eu plusieurs regroupements par le passé. Vous avez parlé d'AKC, vous avez parlé, n'est-ce pas, du CST, vous avez parlé, n'est-ce pas, du groupe de TAP 2015. Alors, ce que ça n'a pas donné, ce qu'on attendait, c'est toujours en deçà des attentes des Togolais. C'est toujours en deçà parce que là-dedans, et au sein du regroupement, et au sein de la classe politique, il y a toujours des gens qui se marquent à la culotte. Qui pensent que
si telle personne, vous regardez, lorsque Jésus-Christ est un tel le leader, mais c'était pas ça. Hein? Lorsqu'il soulevait les foules, vous avez vu le nombre de gens qui en dessous creusaient les choses. Ah oui, si l'autre, Tchadan Tipi, qui a été un moment étudiant, un excellent étudiant, je l'ai beaucoup apprécié. Il a été un excellent étudiant. Alors, est-ce que vous voyez en lui l'incarnation de ce renouveau politique? C'est l'incarnation de la nouvelle jeunesse qui revendique. Est-ce qu'il a les coups de franche pour aller jusqu'au bout de... Est-ce que c'est lui qui va aller jusqu'au bout? Non, il faut qu'ils soient ensemble pour aller jusqu'au bout. Donc vous pensez toujours à cette synergie d'action, des formations? Toujours. Sa force constitue un poids. Mais la force des autres, ce sont aussi des poids. Quelles que soient les différentes forces, ce sont des poids qu'il faut mettre ensemble. N'avez-vous pas peur qu'il soit noyé justement dans ce flot, dans cette mare de ces anciens classiques de la vie politique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore de la place vraiment pour lui, pour faire valoir ces idéaux de changement? Je crois que le fait qu'il ait déclenché les hostilités aujourd'hui, ça le met à l'abri de ce que vous dites. Parce que c'est lui qui a déclenché. S'il n'avait pas été là, on ne serait pas là en ce moment. C'est déjà un point très important. Or, avec ce point, dans la balance de l'opposition, ils doivent se mettre ensemble. Non, je ne dirais pas autour de lui, mais créer une symbiose. Et lui, un poids, l'ANC un poids, celui-ci un poids, le tel aussi un poids. Ils sont ensemble et ils agissent ensemble. C'est comme ça qu'on mènera la barque au port et on l'emmènera dans l'eau. C'est comme ça seulement. Autre préoccupation, c'est que depuis un temps, il y a le président de la sous-région qui s'agite autour de la crise togolaise pour apporter leur aide, mais on a comme impression que l'opposition, la coalition, ne voit pas d'un très bon œil cette tentative de médiation, n'ayant pas confiance justement à ces médiateurs. Est-ce qu'il faut penser que c'est bien d'avoir la communauté internationale au dos pour gérer la crise togolaise? Est-ce qu'il faut avoir la communauté internationale au dos ou avec soi? Disons que les Togolais doivent agir seuls. Parce que c'est comme cela seulement que ça va marcher. Confiance en la communauté internationale? Moi, je n'ai plus confiance à personne. CEDEAO, je n'ai plus confiance à personne. Parce que j'ai vu en 2000, déjà en 2005, j'ai vu ce qui s'est passé. La mort du président Yadé. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu. En 2015, quand nous allions faire l'élection présidentielle, j'ai vu. Lorsque l'élection législative de 2013, non, l'élection présidentielle de 2015, lorsque les deux présidents sont venus faire la médiation, j'ai conduit la délégation de l'opposition qui les avait rencontrés. Vous avez vu ce que ça a donné? Pendant qu'ils étaient là, on faisait saut derrière. Pendant qu'ils étaient encore là, mais unis faisaient autour derrière. Et les gens sont allés faire proclamer des résultats alors qu'on n'était pas encore prêts du tout. Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Qu'est-ce que ce président peut faire? Ils ne peuvent que constater ce que la population togolaise aura fait. Constater. Si ça foire, comme je dis, ils vont supporter celui qui est en place. C'est leur rôle. Si ça marche, ils vont prendre acte et supporter celui qui sera là. Ah, c'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Seulement tout se passe sur fond de violence. On a vu toutes les atrocités, tout ce qui se passe dans le but de l'intérêt du pays. Chaque nuit, les gens dorment plus chez eux. Alors, il faut quand même arrêter, n'est-ce pas, pour pouvoir s'asseoir autour d'une table de négociation. Qui a la maîtrise de la violence? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Qui a la maîtrise de la violence légale? C'est le pouvoir. La violence de l'opposition, ce n'est que subsidiaire et ça vient
lorsqu'il y a la violence légale qui dépasse les bornes. Regardez, quand on a commencé à faire les marches, est-ce qu'il y avait cette violence-là? Même là, quand on a commencé, bon, à part le jour où Achadam voulait marcher avec les siens et qu'on a dit non, et qu'on voulait leur imposer contre la loi, contre les tests, qu'on voulait leur imposer une itinéraire alors que ce n'est pas ça du tout, alors que c'est illégal. On peut leur imposer une itinéraire. Les gens veulent marcher de tel endroit, ils ont leur raison. Le pouvoir n'a aucun marché pour leur imposer un itinéraire du non du tout. Lorsqu'on discute de l'itinéraire, lorsqu'on ne se met pas d'accord, la seule chose que le pouvoir peut faire, c'est interdire la marche. À ce moment-là... Là encore, on va crier que c'est... Non. Légalement, on interdit. La loi prévoit que ceux qui veulent marcher, à ce moment-là, ce pouvoir devant la Cour suprême. C'est ça. Ah oui, en référé, c'est-à-dire en prise d'urgence, et la Cour suprême a 3 jours. Délibéré. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Étant professeur de droit administratif, je le dis, il y a 2 cas que je donnerai dans l'évolution française. Le cas au Faux-Boigny, qui s'est passé avant l'indépendance, et le cas, un cas qui s'est passé en France. Dans l'arrêt au Faux-Boigny, le RDR voulait organiser un rassemblement au Mali. Le gouverneur de l'époque avait dit qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir assurer, encadrer cette marche, pour assurer la sécurité. Il a raison. Est-ce qu'on prouvait ça au juge? Le juge lui a des raisons. Et donc on a interdit la marche ce jour-là, mais ça a été fait un autre jour. Il y a un autre cas, c'est en France. Et là, on devait faire une réunion à Marseille. Et le maire avait interdit la réunion. Mais ça a été annulé par le juge. Parce qu'on avait suffisamment de moyens pour assurer l'ordre public. C'est ça. La seule raison qu'on peut donner pour interdire une marche, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour assurer la sécurité de la marche. Pour assurer la sécurité de la marche. C'est ça. La sécurité des manifestants. Oui, les mêmes raisons aussi peuvent être évoquées ici. Mais en donnant les raisons réelles. Et c'est le juge qui apprécie. Ce n'est pas l'administration qui apprécie. Ce n'est pas le ministre qui apprécie. Seul le juge peut apprécier si réellement on n'a pas les moyens. À ce moment-là, seulement le juge permet d'interdire. Sinon, le juge annule l'interdiction de l'administration. C'est ça le terme de droit. C'est ça le droit même. C'est cela. Alors, je reviens toujours à ta tentative de médiation, de négociation. On se rappelle la semaine dernière, Tiki Achadam avait lancé donc un appel au président français Emmanuel Macron d'intervenir dans notre Excusez-moi, je ne suis pas d'accord qu'on lance un appel au président Macron. Excusez-moi. C'est mon point de vue. C'est comme si on était en train de réveiller la France-Afrique. Comment demander à un président en exercice de venir intervenir auprès de notre président en exercice pour empêcher que son opposition fasse des choses? Ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez entendu Macron parler? Il ne parlera jamais. Il ne parlera jamais. Lorsque, peut-être ils vont agir en sourdine, en sous-marin, dans le bon ou mauvais sens. Ah oui. Mais lorsqu'ils agissent en sous-marin, dans le bon sens, c'est la France-Afrique. Alors à ce moment-là, vous êtes redevable. Si vous êtes redevable, vous savez les conséquences. On peut agir en sous-marin contre. Là, c'est le pouvoir redevable. Et vous savez toujours ce que ça va arriver. Donc, il vaut mieux laisser la France de côté.
agir comme on doit agir, lorsque c'est dans le bon sens, lorsque la France va voir ce qui va se passer, la France sera obligée de prendre acte. Prendre acte et agir comme il doit agir. Est-ce que vous croyez que la France a été d'accord pour qu'on envoie Blaise Compaoré? Non, du tout. Du tout. Mais lorsque ça a été fait, la France a pris acte. La France a pris acte. On n'a pas les Burkinabés n'ont pas demandé à la France de venir intervenir à leur place. Il faut agir, faire ce qu'on doit faire. Lorsque vous avez le résultat, la communauté internationale prend acte. Les Nations Unies, la CEDEAO, tout ça, lorsque vous aurez abouti à votre résultat, tout le monde va prendre acte et on va coopérer avec vous. C'est ça. Donc le peuple doit prendre son destin. Le peuple doit prendre son destin en main et prendre ses responsabilités. Vous qui connaissez bien ce peuple togolais, est-ce que vous comptez encore sur lui pour, vu tous les soubresauts, tout ce qui s'est passé, les espoirs déçus, les rêves avortés, est-ce qu'il y a tout cet espoir quand même? J'ai toujours confiance dans ce peuple. Personne ne peut penser que en 90, ce peuple-là, devant et à devant, allait faire ce qui a été fait en 90. Personne ne pensait que la dernière fois, le 19 août, que Sokoré allait se lever, que tout le Togo allait se lever. Personne. Vous savez, quand j'avais initié le CST, j'étais en train de parler de ça à certains avocats, on était au tribunal. Et des avocats m'ont dit non, rien ne se passera. Que les gens se sont lassés, que les gens ne marcheront plus, personne ne sortira. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a fait des camps. Je leur ai dit ceci, vous êtes des gens, vous avez vos petits gagne-pain, vous avez vos petites choses, vous êtes des gens qui n'arrivent même pas à manger dans la journée. Ceux-là, c'est eux qui vont se lever. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe, ce qu'ils supportent. Eux, ils savent. Vous ne préjugez pas de ce qu'ils vont faire. Le peuple est toujours là. À un moment donné, quand le vase déborde, le peuple est toujours là. C'est clair. À un moment ou à un autre, quoi qu'il en soit, quel que soit le peuple, à un moment ou à un autre, le peuple va se soulever. Et le peuple gagne. Quand il se soulève réellement, comme maintenant, là, c'est tout le peuple. On ne peut plus dire que c'était parti, c'est tout le peuple. Quand c'est comme cela, le peuple gagne toujours. Toujours. Sauf que la dernière fois, Mme Adjango avait appelé pour un troisième jour de manifestation, je crois, mais ça n'a pas été entendu. Troisième jour de manifestation. Les dernières manifestations, c'était donc 2 jours. Puis après, au troisième jour, on a encore appelé, le vendredi, mais ça n'a pas pris. Ce qui est normal. Par peur, par les lassitude. jeunes n'écoutent plus, c'est significatif. Ce ne sont plus les leaders qui décident ce qu'il y a à faire. C'est le peuple lui-même qui décide ce qu'il y a à faire. C'est ça. Quand la manifestation allait le 7... Oui, le 6 et 7. 7. Et il était prévu qu'on aille au bas-fond. Mais arrivé à Décon, les gens ont dit nous ne bougeons plus. Est-ce que les dirigeants ont pu dire quelque chose, pour faire quelque chose? Quand les manifestants, les jeunes disent nous ne bougeons plus. Vous trouvez ça légal, normal? Non, laissons la, nous ne sommes plus dans la légalité. Laissons la légalité de côté. Oui, mais puisqu'il a été prévu une manifestation qui doit déboucher sur un point, il faudra qu'on arrive à, dès qu'on ne veut plus bouger, on réclame le départ de Fagne Gnassingbé. Vous savez, oui. Il est prévu également dans la loi les manifestations spontanées qui peuvent se greffer sur la manifestation légale. Ah oui? Ce qui s'est passé à Décon, c'est spontané. C'est aussi dans la loi. C'est aussi légal. Lorsqu'aujourd'hui, sans aller informer le ministère, à supposer que les gens se lèvent à Lomé pour sortir dans la rue, c'est légal. C'est prévu aussi, c'est ce qu'on appelle une manifestation spontanée, c'est prévu également. C'est légal. La légalité, ce n'est pas seulement d'informer le pouvoir. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Alors, finalement, le chemin de sortie de crise pour vous,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Le peuple doit être nécessairement en position de force. Actuellement, le peuple est en position de force. Je ne souhaiterais pas qu'il se mette en position de faiblesse. Parce que... Donc, toujours compter sur la mobilisation populaire. Absolument. Vous savez, sur le, le petit jeu de dialogue, le pouvoir est fort. Regardez le nombre de dialogues qui a eu lieu. Comment on a toujours noyé les dialogues. Le pouvoir est très fort là-dedans. Vous allez encore vous asseoir et ça va traîner. Mais lorsque le peuple est en train de revendiquer, vous allez vous asseoir, vous êtes en position de force. C'est pour ça que je suggère que l'opposition accepte d'aller dialoguer, pas comme le président Ouattara le dit. Ah oui, cette proposition, il a demandé que pendant qu'on négocie, qu'on sursoit. Non, du tout. Au contraire, oui. Au contraire. Dans ce cas-là, si on sursoit à ça, mais le pouvoir est très fort dans ces dilatoires. Le pouvoir, c'est ce qu'il veut. Il est fort, il est sur son terrain. Comment vous allez amener le pouvoir sur son terrain et vous voulez le battre sur son terrain? Vous ne le pouvez pas. Là où le peuple est actuellement, c'est sur le terrain de l'opposition, du peuple. Alors jouons sur le terrain du peuple. Jouons sur le terrain du peuple. Commençons. On peut aller sur le terrain de l'autre, mais que le terrain du peuple soit aussi son terrain. Ah, c'est clair. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout qu'on arrête les manifestations et qu'on dit qu'on va négocier. Non. Pendant qu'on négocie, les manifestations ont lieu. Ou bien, c'est en prévision. Ça se peut que les dialogues commencent aujourd'hui, mais qu'on prévoit des manifestations dans 2 ou 3 jours. Si ça ne va pas, si ça piétine, le peuple est là. Et c'est bien le cas, puisqu'on a prévu encore des manifestations pour les 7, 8 et... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le peuple n'a que ça. C'est son âme, n'a que ça. N'a pas autre chose, n'a que ça. Les autres ont les armes. Ils ont les munitions, les miliciens. Ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. Le peuple n'a que ça, les manifestations. Les menus, hein? Les menus. Pourquoi le peuple va laisser la seule arme dont il dispose pour aller sur le terrain des autres qui ont multitude d'armes? C'est pas possible. Bon, on sent un certain appel à l'apaisement de la part du régime, hein, avec le conseil extraordinaire qui a lieu hier, donc avec ce communiqué qu'on peut résumer donc en quelque sorte. Vous croyez? Moi, je ne crois plus rien. Je ne crois rien. Je veux qu'on me dise, voilà ce qu'on va faire, et on commence à faire. À ce moment, je croirais. Je suis devenu Saint-Thomas. Vous savez, lorsqu'on a créé la CVJR, j'ai été de ceux qui ont dit, ça ne donne à rien. Mais supportons jusqu'au bout, vous verrez que ça ne donne à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé jusqu'au bout, mais ça n'a rien donné. On connaît bien ce pouvoir. Lorsque ce pouvoir est acculé, il fait semblant de lâcher de l'Est. Semblant de lâcher de l'Est. Et dès que vous lâchez aussi, ben, ils reprennent. C'est ça. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut jamais baisser la garde. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais nous avons, merci pour ce temps que vous passez avec nous ici en décryptant l'actualité de notre société. Et donc, que dire pour conclure cette émission? Quel message, aussi bien pour la coalition de l'opposition qui mène la lutte et qu'à l'endroit du régime en place? D'abord, allons à l'endroit du régime en place. Le régime en place doit s'apercevoir, doit savoir qu'actuellement, nous sommes à un moment, à un niveau tel qu'on ne saurait reculer. Et qu'il faut que ce pouvoir-là sache lâcher de l'Est. Nécessairement. Ce n'est pas la peine de faire de dos rond. On ne fait pas le dos rond devant le peuple. On ne fait pas le dos rond devant la population décidée. Quel que soit le pays. Parce que lorsque le peuple est soulevé, lorsque le peuple est debout, il gagne toujours. 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 Parce que quand je dis le peuple, c'est tout le peuple. Comme maintenant, il gagne toujours.
Si le pouvoir est conscient de ça, alors si on aime vraiment le Togo, si on aime vraiment le pays, on va chercher comment faire pour faire évoluer ce pays dans le bon sens. Pour que personne n'y laisse, n'y laisse des plumes. Que eux-mêmes ne laissent pas de plumes. Que personne ne laisse des plumes. C'est ça qui est important. Maintenant, pour nos amis d'opposition, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est